Interview en direct sur Boursorama, c'est Nadine Morano. Bonjour. Bonjour. Vous avez bûché un peu là, il y a des... Oui, j'ai bûché un peu parce que on parlait avant de ce qui pouvait nous différencier avec Emmanuel Macron. Moi, je vois des choses tellement évidentes que ça m'a étonné que vous ne les ayez pas vues. Donc, Bon, on va en parler, on a tout le temps pour en parler. Juste une petite question pour faire le lien avec ce qu'on racontait juste avant. Le gouverneur de la Banque de France, il est inquiet. Il est inquiet pour nos comptes publics. Il dit 115% de dette, c'est trop élevé. Il a raison ou pas? Parce que pour l'instant, on parlait de problèmes alors que la France s'endette quasiment à taux nul. Vous pensez vraiment que pour les Français, aujourd'hui, ce sera un sujet prioritaire alors que le quoi qu'il en coûte a été la règle depuis 2 ans? Pourquoi vous dites à taux quasiment nul? Parce que 50 points de base, c'est quasiment zéro. Oui, mais sur 10 ans, avant, la France empruntait à taux négatif. Là, maintenant, sur 10 ans, c'est passé à 0,6. L'Allemagne un peu moins. 0,45. Aujourd'hui? Pour la France. Ah, vous avez regardé aujourd'hui? C'était à 0, points de base. Ils étaient à 0,6. L'Allemagne à 0,2. Et sous Nicolas Sarkozy, on était à 3 ou 4. Ah non, on était à 4,5. Voilà. Donc, je peux vous dire que quand vous empruntez à un niveau comme celui-là, quand vous êtes au pouvoir et que vous traversez une crise économique et financière comme nous l'avons traversée, eh bien, nous, lorsque nous étions au pouvoir, malgré les difficultés, nous avons fait la réforme essentielle des retraites, ce que n'a pas fait, par exemple, Emmanuel Macron. Donc, quand je vois Bruno Le Maire se gargariser du taux de croissance qui est intégralement financé par la dette, c'est-à-dire financé par le déficit, financé grâce à l'argent de nos enfants et de nos petits-enfants, je trouve que, franchement, c'est très, très grave, en fait. C'est grave, vraiment. Elle la fera, cette réforme des retraites? Ah, mais c'est essentiel. Ça permet d'ici à 2027 de pouvoir économiser plus de 20 milliards d'euros par an. Donc la réforme des retraites, elle est indispensable. Elle est indispensable pour remettre d'équerre les comptes publics en France. Elle vise 100% de dette publique en 2027. Comment est-ce qu'elle la marche est très haute, hein, vous le savez, pour atteindre ça. Et là, on se dit, et pardon d'être un peu cash, mais elle coupe où? Je veux dire, où se font les économies? Écoutez, les économies... C'est la mauvaise nouvelle, ça, quand même. Quand on dit des dettes à 100%, on se dit OK, mais après, il faut dire comment faire. Oui, mais quand vous êtes au pouvoir et que la seule règle de base, telle que l'a fait Emmanuel Macron, c'est toujours de dépenser... Ça m'étonne d'ailleurs de quelqu'un qui a été banquier, on va dire, de dépenser toujours plus. Rappelez-vous, il a dit on dépensera quoi qu'il en coûte. J'aurais préféré, comme le disait Valérie Pécresse, de dire uniquement ce qu'il sera nécessaire. Et en fait, le fait d'avoir arrosé d'argent public fait qu'aujourd'hui, la croissance a été intégralement financée par de la dette. Donc en fait, c'est une croissance en trompe-l'œil aujourd'hui qu'a la France. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les derniers résultats qui viennent de tomber, notamment sur la balance commerciale. On l'a évoqué juste avant avec le ministre des Comptes publics. Ah oui, alors bon, j'ai pas vu, j'étais pas là, mais quand vous voyez la balance... 85 milliards. 85 milliards. Moins, hein, en négatif. Ouais. Moins 85 milliards. Dont un tiers lié à l'énergie, qui n'est pas de la faute du président. Non mais alors pourquoi l'Allemagne, expliquez-moi pourquoi l'Allemagne a une balance commerciale excédentaire de plus de 180 milliards d'euros. Donc, et les Italiens et les Espagnols sont positifs aussi. Mais voilà, et donc vous voyez bien qu'en fait, nos difficultés aujourd'hui sont dues à la politique nationale menée par Emmanuel Macron. Il ne vous aura pas échappé aussi, et Valérie Pécresse l'a annoncé, sa volonté de baisser les impôts de production. Quand on voit que alors c'était 3 milliards au départ, manifestement maintenant c'est 10. Oui, mais je crois qu'elle a raison. Je vais vous dire pourquoi elle a raison. Pourquoi elle accélère là-dessus maintenant? Pourquoi elle accélère là-dessus? Parce qu'il faut corriger les distorsions que nous avons d'ailleurs avec notre voisin l'Allemagne. 10 milliards, c'est ce qu'a fait le gouvernement chaque année depuis 2 ans. C'est 10 milliards, c'est le même chiffre. Hein. Écoutez, sur la valeur ajoutée, sur les impôts de production sur la valeur ajoutée, quand on regarde au niveau de la France, c'est 3,6. L'Allemagne... Ça sera 3,2 après les j'ai regardé, nous, ça nous permet... Et la moyenne en zone euro est à 1,6. Oui, mais l'Allemagne est à 0,5 de valeur ajoutée sur l'impôt de production sur les entreprises. Donc, en fait, ce qu'a annoncé Valérie Pécresse nous permet de gagner tout de suite 1 point sur les impôts de production, sur la valeur ajoutée, sur les entreprises. Et si on veut vraiment redonner de la compétitivité à nos entreprises, il faut alléger les charges. Et je crois que c'est ce qu'attendent les entreprises. Ils ont besoin de se délester de tous ces impôts de production qui pèsent sur leur dos pour pouvoir embaucher. Qu'est-ce qu'elle fait en ce sens? Parce que pour le coup, sous la pression du MEDEF, si j'ai bien suivi, Valérie Pécresse a renoncé à l'augmentation de 10% des salaires jusqu'à 3 000 € par cette suppression des cotisations salariales retraite. Non, je reprends exactement. Maintenant, c'est 3%. Ouais, c'est 3%. Non. C'est 3% de hausse des salaires et c'est plus 10%. Non, mais les 3%, c'est dès le départ, dès qu'elle est élue, elle baisse de 3%. Avant, elle avait dit que ça sera 10%. Parce qu'elle baisse les cotisations retraite dès qu'elle arrive aux affaires.
Donc elle baisse tout de suite. Après, si vous voulez... C'est de la négo avec les boîtes. Oui, une grande conférence, comme on en a souvent vu. Conférence, on met tout le monde autour de la table. Non, mais là, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de conférence avec Emmanuel Macron. C'est toujours, soit on donne beaucoup d'argent, et on voit qu'on a atteint aujourd'hui un taux de la dette à 116% du PIB, ce qui est énorme. Enfin, je veux dire, c'est pas concevable. Quand je pense que quand nous étions aux affaires avec Nicolas Sarkozy, il avait la volonté de mettre en place ce qu'on appelle la règle d'or budgétaire, comme d'ailleurs l'a mis en place l'Allemagne depuis très longtemps. Je crois qu'on a besoin de gérer mieux l'argent public. C'est important. Alors, on trouvera des marges de manœuvre, je vous le dis. Déjà, rien que sur la question... On peut réduire le déficit sans augmenter les impôts. C'est possible, ça? Il faut réduire le déficit sans augmenter les impôts. Et pour cela, il faut dire où est-ce qu'on coupe, alors, dans la dépense. Oui, mais pourquoi que couper? Déjà, quand vous gérez mieux, vous faites des économies. Donc, vous voyez, au lieu de couper, il faut mieux gérer les deniers publics. C'est-à-dire, si on est un peu précis, ça donne quoi concrètement comme mesure? Ceux qui nous regardent, je pourrais vous parler du budget, par exemple, sur l'immigration, le programme 303 et d'autres programmes qui ont été votés au Parlement. Parce que quand vous regardez un budget de l'État, il faut regarder concrètement ce qui est voté dans les dépenses. Et quand vous voyez que rien que sur le programme sur l'asile, du droit d'asile, c'est 1,2 milliard d'euros, c'est 10 fois plus que la politique de lutte contre l'immigration illégale, 10 fois plus. Déjà, quand vous supprimez l'aide médicale d'État, 1 milliard d'euros, quand vous supprimez... le compte n'y est pas, 1 milliard c'est très bien, mais le compte n'y est pas par rapport aux dizaines de milliards de réduction. 1 milliard, plus 1 milliard, plus 1 milliard, regardez aussi sur la fraude sociale, sur la... C'est ce que nous dit Éric Zemmour. C'est exactement les propos d'Éric Zemmour pour financer son programme. Il dit... La fraude sociale. Est-ce que vous croyez qu'on a attendu les propositions d'Éric Zemmour pour comprendre qu'on avait des efforts à faire sur la bonne gestion des deniers publics? Donc ça, je pense que ça me semble important de pouvoir le faire. Comment convaincre Nadine Morano, les électeurs de droite, peut-être qu'il y en a qui nous regardent, qui sont partis chez le président, qui ont voté pour lui, et qui ne voit pas bien sur les questions économiques la différence entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Il a quand même baissé l'impôt sur les sociétés, il a baissé la taxe d'habitation, les impôts de production, les cotisations sociales. C'est des mesures que vous ne pouvez pas renier, que vous auriez pu faire si vous étiez aux affaires. Il a baissé la taxe d'habitation, je suis d'accord avec vous, mais après, il a renié beaucoup sur les possibilités d'investissement des communes. Enfin, je veux dire, parlez-en à tous les élus locaux, ils vous le diront. Ils n'ont pas été remboursés à l'euro près? Non, c'est une catastrophe. Donc c'est facile, vous savez, de faire des propositions démagogiques, comme l'avait fait d'ailleurs François Hollande. Rappelez-vous, quand il avait annoncé sur TF1 la taxe sur les revenus 65% de plus d'1 million d'euros. 75%. 75%, vous voyez, 75%. Et donc là, certains applaudissaient en disant « c'est super, on va taxer les riches ». Oui, donc c'est bien démagogique. Ça avait fait ricaner Will Smith au JT de France 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette séquence qui est très drôle. Oui, et donc du coup, moi je pense qu'il ne faut pas de proposition démagogique. Il faut, et c'est pour ça que Valérie Pécresse a démontré d'ailleurs dans la gestion de sa région, d'ailleurs comme Laurent Wauquiez, dans la gestion de sa région, qu'il était possible de retrouver des marges de manœuvre quand vous gérez bien les deniers publics. Elle souhaite aussi, sur la fonction publique, dire il n'y a pas que la suppression des postes. Il y a la réorganisation du service public pour en avoir des priorités, c'est-à-dire éduquer, protéger, soigner, qui sont quand même les domaines importants pour nos compatriotes. Et c'est là où il faudra mettre les efforts, tout en réorganisant les services de l'État. C'est-à-dire que quand elle dit qu'elle veut supprimer, non pas des emplois, mais des postes de fonctionnaires, c'est d'abord redonner aussi d'un point de vue budgétaire des marges de manœuvre et surtout mieux réorganiser un service public. Poste, on en fait quoi du fonctionnaire qui était attaché à ce poste? Mais il n'y en a plus. Ah voilà, c'est la même chose. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des départs à la retraite qu'on ne remplace pas. Donc, c'est-à-dire Vous reviendrez sur cette règle du 1 fonctionnaire sur 2 qui avait été établie sous Nicolas Sarkozy, non renouvelée au moment de son départ en retraite, avec des compensations qui ont été données d'ailleurs à l'époque. Oui, moi je pense qu'au-delà du 1 fonctionnaire sur 2, je crois qu'il faut une vraie réforme de la fonction publique. Moi je suis très attachée à la fonction publique. Je crois que nous avons besoin d'un service public performant, mieux payé, plus efficace et mieux adapté aussi en raison des nouvelles technologies dont nous disposons. Je pense que ça permettrait d'avoir une fonction publique beaucoup plus efficace. Nadine Morano, on est à 2 mois à peine du premier tour. Pardon, excusez-moi de le dire quand même à ceux qui nous écoutent, c'est que si vous voulez continuer à bénéficier d'une retraite par répartition, il ne faut pas continuer avec Emmanuel Macron. Vous avez vu que la réforme des retraites, il a voulu en faire une
qu'il a déposée à l'Assemblée nationale, qui après n'a plus vu le jour. Il n'a pas osé la faire, cette réforme des retraites. Pourtant, elle est indispensable. Mais moi, je vais vous dire mon sentiment profond, c'est qu'une réforme des retraites, elle doit aller de pair avec une réforme importante de la natalité. Pourquoi ? Parce que ce sont les actifs qui payent ceux qui sont à la retraite. C'est le principe de la répartition. Et voilà. Et donc, la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est toujours dans l'extra court terme. Et quand vous voulez présider un pays, il faut avoir une vision à long terme. Gouverner, c'est prévoir. On ne gouverne pas que pour 5 ans. On gouverne en ayant en perspective une génération. Comment sera organisée la France d'ici à 20 ans ? Comment est-ce qu'on peut travailler à une réforme des retraites si de l'autre côté, on n'a pas une politique de natalité puissante. Et c'est exactement ce que veut faire Valérie Pécresse, puisque, vous le savez, elle veut accorder une allocation dès le premier enfant, elle veut augmenter l'allocation pour le deuxième enfant, et donc elle veut aussi... 10 000 euros pour Exemour, pour les enfants nés à la campagne, ouais, de prime. Bon, ça c'est... Alors, j'ai regardé cette proposition, 10 000 euros pour des... Il faut avoir habité 2 ans dans la commune. Mais là, pourquoi pas non, mais là où il se trompe, c'est que déjà, il faut avoir habité 2 ans dans la commune. Donc, il faut d'abord être résident en milieu rural. Pour éviter les effets d'aubaine, évidemment. Oui, mais pour éviter les effets d'aubaine, vous savez, je connais très très bien, moi je suis élue d'une circonscription rurale, donc je connais très bien la ruralité. Je peux vous dire que les personnes qui vivent en milieu rural, ce dont ils ont besoin, c'est pour y vivre, au-delà de pouvoir faire des enfants, c'est d'avoir des moyens de garde adaptés à proximité, c'est d'avoir accès à une mobilité performante, c'est-à-dire comment je fais pour aller travailler, c'est d'avoir l'école pas très loin, c'est d'avoir aussi un système de soins, parce que si vous leur donnez 10 000 euros, vous dites, bon, bah, vous habitez là 2 ans avant, vous faites un enfant, on vous donne 10 000 euros, mais on n'a pas réglé le problème de la désertification médicale. Ça ne marche pas. Les gens, ils veulent habiter là où ils pourront se faire soigner, mettre leurs enfants à l'école, avoir une possibilité de mobilité qui soit adaptée, parce que vous avez beaucoup de gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, parce que vous n'avez pas de transport de bus ou pas de transport de bus adapté. Donc la mobilité est une vraie question. Vous ne pouvez pas raisonner uniquement sur le fait de dire « je vais vous donner 10 000 euros ». C'est facile comme Quand on regarde les sondages, Nadine Morano, on a 2 mois du premier tour, il y a une confortable avance dans tous les sondages pour le président sortant, qui navigue entre 24 et 25% des voix. Vous reconnaissez qu'il est pour l'instant, au moment où on se parle, en position de force? Il est le président sortant, donc il est pour l'instant au pouvoir, il n'est pas encore le candidat. Donc je pense que quand il entrera en campagne, où il aura à faire face à son bilan, on parlait de la réforme des retraites, on pourra parler de la dette, on pourra parler du déficit de la balance commerciale, on pourra parler des impôts de production, on pourra parler aussi du RSA jeune. Valérie Pécresse, elle ne veut pas d'un RSA jeune, elle veut un revenu de solidarité active pour les jeunes, c'est-à-dire en contrepartie d'une formation. Il faut redévelopper l'alternance. Et donc, on a une vision de la société qui n'est pas la même que celle d'Emmanuel Macron. Bon, et notamment aussi sur la question migratoire. Mais il est en position de force aujourd'hui, au-delà de ça. Quand on voit l'ensemble des sondages avec 8 à 10 points d'avance. C'est la photographie au moment où on se parle. Oui, mais vous savez, la photographie des sondages, ça ne vous aura pas échappé qu'aux dernières élections régionales, comme aux dernières élections européennes, les sondages ont été démentis. Donc, moi, je pense que Valérie Pécresse, si on veut parler vote utile, et au regard aussi d'autres sondages qui sont des sondages qualitatifs, c'est-à-dire sur les qualités des candidats, Valérie Pécresse apparaît comme la plus compétente, comme celle, je parle au-delà d'Emmanuel Macron, je parle par rapport aux autres candidats, qui obtient les meilleurs résultats. En fait, elle a la crédibilité et je pense que pour... Qu'est-ce qui lui manque alors ? Qu'est-ce qui lui manque ? Vous savez, elle n'a pas encore fini la campagne, on n'est pas au moment du vote. Donc, il y aura Beaucoup lui recommandent de fendre l'armure. Il y aura un grand meeting le 13 février à Paris et elle va dérouler un discours avec un projet pour la France qui rassemble les Français autour de ce grand projet. Et évidemment, vous la voyez sur les plateaux télé, je la trouve performante sur les plateaux télé. Au moment du meeting, il faudra qu'elle mette ses tripes sur la table. Valérie Pécresse devra se transformer en chef de guerre. Elle est capable de le faire. Voilà, je crois qu'elle est vraiment capable de le faire.
Donc derrière Emmanuel Macron, pour l'instant, c'est au coude à coude quand on voit les sondages entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Est-ce que vous pensez, une seule seconde, pardon, excusez-moi, allez-y. Est-ce que juste pour vous, ça va se jouer ou pas dans un mouchoir de poche? Quand on voit aujourd'hui tellement, aujourd'hui, il y a cette guerre des trois, on le sent bien, pour se qualifier pour le second tour. Oui, aujourd'hui. Mais je pense que ceux qui nous regardent, pour avoir vécu l'élection présidentielle, la précédente élection présidentielle, savent très bien que Marine Le Pen ne pourra pas être élue présidente de la France. Jamais. Pour le coup, c'est une question non seulement de compétences, mais aussi également de programme. Son programme a changé. Elle n'est plus pour la sortie de l'euro. On dit que sur la retraite à 60 ans, elle pourrait amender un petit peu. Oui, donc qui est vraiment Marine Le Pen, à part celle qui arrive à catalyser les gens qui sont mécontents. Et moi, je regardais, vous savez, le sondage qui était sorti en 2017 dans le JDD sur l'électorat de Marine Le Pen, qui et pourquoi les gens votaient pour Marine Le Pen. Et ceux qui votaient pour Marine Le Pen sont des gens qui votaient prioritairement pour la lutte contre l'immigration illégale, la lutte contre l'islam radical, et arriver vraiment en fin de motivation de ces électeurs-là, la question économique, puisque le programme économique de Marine Le Pen, tout le monde sait que ce n'est pas ça qui apportera la prospérité dans notre pays. Et si nous arrivons, avec le programme de Valérie Pécresse, qui est très ferme sur les questions de lutte contre l'islam radical, qui est très ferme sur son programme régalien, je pense qu'on peut ramener les électeurs vers nous en disant, voilà, si vous voulez un vote utile face à Emmanuel Macron, vous savez très bien que Marine Le Pen ne sera pas élue, donc il faut voter pour Valérie Pécresse. Parce que le débat que j'attends vraiment avec impatience de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse vous démontrera à la fois les différences de gestion qu'il y a dans le programme de Valérie Pécresse, la fermeté qui est la sienne sur les questions régaliennes, d'immigration, même sur la scène internationale. Comment elle prend l'avantage sur les deux autres, encore une fois, sur Éric Zemmour et sur Marine Le Pen, dans ce duel à trois pour la finale, entre guillemets, pour le second tour? Vous verrez le très... Parce qu'on a vu Éric Zemmour quand même qui venir un petit peu sur le travailler plus pour gagner plus. Ça ne vous a pas échappé ce week-end de Nicolas Sarkozy. Il flirte, il drague les électeurs de droite. Je l'ai écouté, vous savez, sur l'histoire de la prime de 3 000 euros, je crois. Non, jusqu'à 3... jusqu'à 3 000 euros. Non, 3 mois de salaire. Jusqu'à 3 mois de salaire. Oui, jusqu'à 3 mois de salaire. Défiscalisé, champ de charge. Enfin, 3 mois de salaire. Une prime Macron XXL. Oui, mais une seule fois. C'est pas clair, c'est pas clair. C'est pas clair. Moi, ce que j'ai entendu, je l'ai entendu le dire, que ça serait une fois. Donc, c'est pas une prime qui est renouvelable. Donc, sur le coup, ça fait plaisir aux chefs d'entreprise et ça fait moyennement plaisir aux salariés qui peut avoir cette prime, donc en termes de pouvoir d'achat pour un one-shot. Mais ensuite, je vais vous dire, moi, je sais quel est l'effet pervers de ces primes. C'est que ça ne se retrouve pas après dans le calcul de la retraite. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que je pense par exemple au secteur du transport. Moi, je me rappelle très bien, mon père était chauffeur poids lourd, il avait des primes. Hein. Ça ne rentrait pas dans le calcul de la retraite. Et donc, une fois que vous avez votre prime, vous êtes content de l'avoir, ça augmente votre pouvoir d'achat. Mais quand vous vous retrouvez à la retraite, eh bien, vous dites, ma retraite, elle est basse, quoi. Donc, attention à ce qui peut paraître une annonce qui séduit, mais qui, quand vous l'examinez, au final, n'apporte pas sur le long terme une réalité d'augmentation salariale. Et je crois que ce qu'attendent les gens, c'est vraiment de rapprocher le salaire brut du salaire net. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à travailler, sur la feuille de paye, entre le salaire brut et le salaire net, vous n'aviez pas beaucoup de charges, hein. Aujourd'hui, quand vous regardez un bulletin de salaire entre le salaire brut et le salaire net, on appelle ça en économie le coin fiscal. Regardez le nombre. On est l'un des champions. Mais bien sûr, on est les champions des prélèvements obligatoires. Tout ça, ça doit changer. Si on veut redonner du pouvoir d'achat, il faut mieux gérer pour que les entreprises aussi puissent mieux rémunérer leurs salariés. Bon voilà, merci. Merci d'avoir été avec nous. Nadine Morano, merci. Députée européenne et républicaine, conseillère de Valérie Pécresse, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.